Bien. Alors, comme l'indique le titre, je vais parler de la réception des confessions de Saint-Augustin et Jean-Jacques Rousseau. Bon, moi, je suis littéraire. Bon, je fais un peu l'histoire des idées. Donc, ce sera plus sur la forme des confessions que sur des choses plus spécialisées. Alors, donc, j'avance là. Ça n'avance pas. C'est la flèche, là? Ben, je pense que oui, mais vers le bas. Oui, mais même vers le bas. Même vers le bas, ça ne marche pas non plus. Ça marche. Ça marche. Donc, juste un petit rappel. Saint-Augustin écrit les confessions vers la fin du IVe siècle et il a pour but donc d'avouer ses péchés et ses fautes directement à Dieu, au sens chrétien, mais aussi proclamer la gloire de Dieu. Pour Jean-Jacques Rousseau, en 1765, il écrit aussi ses confessions où il cherche à brosser un portrait de lui-même et se présente essentiellement comme une victime de la vie. Dans les deux confessions, chacun des auteurs dévoile son intérieur au lecteur, un lecteur imaginaire, bien sûr. Et ils sont précurseurs d'un nouveau genre, le genre littéraire, qui est l'autobiographie. Alors évidemment, comme j'ai beaucoup travaillé sur l'autobiographie, moi-même qui ne suis pas latiniste, donc j'ai été amenée à remonter l'histoire de l'autobiographie à Saint-Augustin. Alors, pour Saint-Augustin, les 13 livres de mes confessions, écrit-il, louent le Dieu juste et bon de mes maux et de mes biens. Ils élèvent vers Dieu l'intelligence et le cœur de l'homme. Et il faut, dit-il, raconter sa vie, non pour se complaire à soi-même ou s'être utile, mais pour le devenir aux autres. Ça, c'est un message important. C'est un service dû à l'humanité, la confession de soi complétant nécessairement celle de foi et de louange. Au moment de dire l'état de son âme, Augustin écrira « Je veux faire la vérité dans mon cœur, devant toi par la confession, moi aussi dans mon livre, devant de nombreux témoins. » Donc là aussi, j'ai mis en gras les mots qui me paraissent importants et qu'on va retrouver ensuite au XVIIIe siècle avec Rousseau. Alors, avant de parler de Rousseau, évidemment, je vais parcourir, je dis bien parcourir parce qu'il y aurait trop de choses à dire et le temps qui m'est imparti ne me laissera pas. Donc, ce qui s'est passé tout au long du Moyen-Âge jusqu'à Rousseau, un rapide aperçu. Alors, d'abord, est-ce que c'était un modèle pour Abélard? La question se pose. À 52 ans, Abélard a une vie jalonnée par plusieurs étapes, une formation intellectuelle, une ascension, la frustration d'une ambition, une nouvelle vocation, une succession de malheurs et une vie monastique. Je ne sais pas ce qui se passe là. Voilà. Et en 1131, dans l'Historia Calamitatum ou Consolation à un ami, eh bien, on trouve les traces d'une influence des confessions d'Augustin. Ça passe. Ouf. Alors, au XIVe siècle, donc je remonte un petit peu la filière du temps, les confessions de Saint-Augustin, les Pétrarques. Donc, Pétrarque s'éprend des confessions. Il a toujours sur lui un exemplaire des confessions de Saint-Augustin. Et par exemple, quand on sait que lors de l'ascension du mont Ventoux en 1336, où il revit les avertissements d'Augustin sur la vanité des spectacles de la nature qui détournent de la connaissance de soi. Donc, dans Mon secret, il écrit « Tu es atteint d'une dangereuse maladie de l'âme, seras-tu assez fou pour ne pas désirer guérir ?» demande Saint Augustin à Pétrarque au début de Mon secret,
un dialogue à la manière de Platon. Alors là, on a vraiment des traces tout à fait claires et explicites de l'influence de saint Augustin. Pour l'auteur des Confessions, l'homme est d'abord un malade qui doit chercher un remède à ses souffrances dans la sagesse ou la soumission à la grâce divine. Pétrarque soutient une autre conception, celle d'un poète pour qui la souffrance elle-même peut être une source de joie. Comme l'amour de l'or, la douleur fait partie de l'expérience intérieure de Pétrarque. Donc on a l'utilisation des confessions, mais dans une autre perspective, disons. Bon. Alors, le XVIIe siècle, bon, là, face aux XVIIemistes ici présents, je ne saurais pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est le siècle de Saint-Augustin, pratiquement. Sous le signe de Saint-Augustin, je cite le livre de Philippe Sellier, Pascal et Saint-Augustin, mais je viens d'apprendre qu'il y a aussi d'autres sources plus récentes. Alors, l'étude de l'entretien de Pascal et celle-ci montre l'influence des confessions. Il y a plusieurs citations, 14 citations dans cet entretien. La seconde tirade de Pascal fait allusion à un passage des confessions concernant le danger des lectures profanes, et notamment Montaigne. Donc, les confessions dans l'augustinisme de Port-Royal est très, très présent. Donc, je ne parlerai pas évidemment de toutes les tendances jansénistes, etc. Mais sur le plan littéraire, on a cette réédition, cette deuxième édition illustrée par le tableau de Philippe de Champaigne, où on voit Saint-Augustin, donc la stèle où il écrit les confessions de Saint-Augustin, avec en haut Tollé légué, je ne sais pas si on commence comme ça, prend et lit. Donc c'est le chapitre 12, livre 8, dans le jardin de Milan. On voit Saint-Augustin assis dans le jardin de Milan. Donc c'est une illustration manifeste de l'importance de Saint-Augustin dans la littérature du XVIIe siècle. On trouve également des autobiographies sur le modèle des confessions. Augustin a marqué les prédicateurs, tels Bossuet. Du côté janséniste, on a les mémoires du sieur Pontis de 1676. Du côté non janséniste, la vie de la reine Christine par elle-même dédiée à Dieu. Et le discours de la méthode de Descartes qui, selon Pierre Sellier, je pense donc je suis, a des résonances augustiniennes. Bon, ça encore, ça reste à discuter, bien entendu. La renaissance de la tragédie de Shakespeare à Racine est liée au thème augustinien également. Le débat sur la liberté et la grâce, sur l'impuissance de l'homme sans Dieu. Louis Racine, le poète, donc écrit dans un poème intitulé La grâce en 1720, et il retrace la conversion d'Augustin sous l'angle du problème de la grâce et du libre arbitre. Donc on est en plein dans Saint-Augustin. On en arrive donc là au début du XVIIIe siècle avec Louis Racine. Maintenant, on aborde les confessions de Jean-Jacques Rousseau dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, quel rapport y a-t-il entre le grand défenseur de la chrétienté et un écrivain jugé hérétique par l'archevêque de Paris et dont les livres sont condamnés tant par les catholiques que par les protestants? Pareil, il semble qu'on est dans deux mondes différents. Eh bien, il y a tout de même des rapports sur plusieurs plans. Alors, j'ai essayé de réunir quelques similitudes pour voir les liens qu'on peut établir. D'abord, le titre. Rousseau reprend le même titre que Saint-Augustin, ce qui n'est pas anodin, ce qui est quand même qui attire l'attention. D'autres, les auteurs que j'ai cités du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle n'ont pas utilisé le même titre que Saint-Augustin, alors que Jean-Jacques Rousseau, carrément, il prend les confessions. Il y a aussi l'histoire d'une vie, particulière. Il y a l'histoire de la mer, le manque de la mer, qui est présent chez Saint-Augustin et chez Rousseau.
il y a des épisodes similaires. Par exemple, la scène du jardin de Milan, eh bien, on retrouve l'élimination de 20 scènes. La scène dans les Confessions, lorsque Rousseau rend visite à Diderot au château de Vincennes, prisonnier, il s'arrête sous un arbre et là, il a l'illumination pour écrire pour répondre, bon, c'est toute une histoire, donc il a l'illumination pour comprendre un peu l'univers tel qu'il va l'imaginer. Il y a aussi le vol des poires, le vol du ruban, il y a beaucoup de scènes qui rappellent. Il y a l'histoire de l'amour, j'ai aimé, et aussi Rousseau qui parle de plusieurs amours, dans un texte célèbre où il parle de deux amours, etc. Donc il y a des similitudes, il y en a d'autres, bien sûr, il faudrait faire un travail exhaustif, mais il y en a beaucoup d'autres, j'ai relevé les plus caractéristiques. Il y a aussi des différences, et les différences portent, comme on l'a déjà vu tout à l'heure avec les interventions précédentes, sur le rôle de la grâce. Tout tourne alors ce qui est à gauche, évidemment, c'est toujours Saint-Augustin, et à droite, Rousseau. Tout tourne autour de la scène du jardin de Milan, et c'est le moment décisif où surgissent deux mois chez Saint-Augustin, le mois qui est écrit et le mois d'avant. Alors que chez Rousseau, contrairement à Saint-Augustin, Rousseau ne construit pas son récit sur une conversion. Mais il n'y a pas un avant et un après chez Rousseau. Chez Rousseau, l'homme ne sera pas meilleur après l'élimination. Pourquoi? Parce qu'il était déjà bon dès le départ. Il n'y a pas de péché originel. Pour Rousseau, Rousseau ne croit pas à la grâce, ne croit pas à l'intervention de la grâce, car l'homme, à l'état naturel, n'est pas la sauvagerie, il est bon dès le départ. Pour Saint-Augustin, je n'ai rien à vous apprendre, c'est la dialectique de la grâce, car plus profondément on enfonce le pécheur dans le mal, plus grande et puissante, plus grande et puissante apparaît l'action de la grâce. Pour Rousseau, évidemment, tout son projet, c'est de se consacrer à la vérité, apporter la vérité aux hommes, donc ce n'est pas la même vérité que pour Augustin. Les confessions montrent qu'au milieu des corrompus, il a gardé la bonté et la beauté de la nature. Donc, deux démarches opposées. Saint-Augustin montre à quel point il a tiré parti de la grâce reçue par son œuvre d'évêque et de théologien. Rousseau vient à bout de ses aveux, se dédouane de l'accusation de méchanceté et ne croit pas au péché originel, ni à l'intervention divine de la grâce, ni même à la prédestination. Il a connu toutes les conditions favorables à la dépravation. Or, il garde l'idée que non seulement il n'y a pas de péché originel, mais que l'état naturel de l'homme n'est pas la sauvagerie, mais la bonté et la beauté de la nature. Ainsi, il résiste à toutes les attaques. Est-ce que les confessions de Rousseau sont, à la manière de Saint-Augustin, un manifeste? On peut répondre par oui, parce que les confessions de Rousseau sont un manifeste, car Rousseau considère que le pancyclopédisme des Lumières se fourvoie en voulant tout faire voir. Pour Rousseau, il faut entrer dans la chambre obscure pour accéder à la connaissance véritable. Et ça, évidemment, c'est tout le projet rousseauiste de l'exploration de la vie intérieure. Pour conclure très vite, donc, je peux dire que les confessions de Saint-Augustin ont été lues, traduites, imitées. Ils vont être même, selon un critique, le livre de chevet des chrétiens à partir du Moyen-Âge. Mais à partir du XVIIIe siècle, on assiste à une rupture épistémologique qui, avec Rousseau, va les séculariser. On passe à une autre façon de faire les confessions, et on l'a vu d'ailleurs comment Camus, tout à l'heure, également le dit de manière sécularisée.
Alors, depuis le XVIIIe siècle, de nombreuses formes de récits autobiographiques se développent, et ce jusqu'à nos jours. Je vous remercie. Oui. Soit vous restez là pour les questions, soit vous pouvez peut-être... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc c'est revenu. Ah, c'est revenu. On ne va pas partir. On recommence. Non, moi, j'ai vraiment cédé la parole à la salle. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je pensais que c'était 10 minutes. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a eu une espèce de coup de force des modernistes, j'ai envie de dire, il y a 40 ans, avec Philippe Lejeune, qui nous a fait croire, qui a absolument imposé l'idée qu'avec Rousseau commençait quelque chose, commençaient les écritures du moi, que tout ce qui était auparavant n'avait rien à voir, que Montaigne, Augustin, Pétrarque, tout ça, c'était pas d'autobiographie. L'autobiographie naît de zéro avec le début de la première phase de Rousseau, c'est une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et qui n'aura jamais d'imitateur. Voilà. Et donc, ça, il est vraiment plus que temps de rompre avec cette vision simplificatrice, moderniste des écritures de soi, de vraiment inscrire la démarche de Rousseau dans une histoire, d'en faire l'héritier de traditions avec ses différences, ses propres inflexions, mais qui ne bouleverse pas, c'est pas une espèce de Big Bang, c'est une réinterprétation d'une tradition. Et je crois que votre exposé, tout bref qu'il était, mettait bien ça en valeur et était vraiment précieux à cause de ça. Moi, je suis extrêmement surpris, extrêmement furieux de voir que dans les lycées français, actuellement, dans les meilleurs lycées français parisiens, on continue d'enseigner aux hippocagneux et aux cagneux que l'autobiographie commence avec Jean-Jacques Rousseau et qu'avant, c'était des gens qui parlaient un peu d'eux-mêmes, mais ça n'avait rien à voir et que surtout, il ne fallait pas surestimer le lien entre le titre de Saint-Augustin et le titre de Rousseau, cette similitude est une coïncidence, explique-t-on aujourd'hui. Aujourd'hui encore, c'est ce qu'on raconte à ma fille, voilà, dans sa prépa parisienne, pourtant au-dessus de tout soupçon. Hein. Donc voilà, moi je ne suis pas content, je lui dis, bah, écoute, répète ça dans ta copie, puisque c'est ce qu'on attend dans ta copie, mais sache bien que ce n'est pas vrai. Et donc là, je suis vraiment ravi, j'ai vraiment été extrêmement heureux de vous entendre. Voilà. Et je pense même qu'on peut peut-être aller plus loin, parce que c'est ce que je murmurais à l'oreille de ma voisine. Parce que, effectivement, on dit chez Rousseau, il y a la nature humaine est bonne et ce n'est pas le cas chez Saint-Augustin. Bah, en fait, si la nature humaine est bonne, il y a le péché originel. Mais finalement, est-ce que, c'est une question que je voudrais vous poser, est-ce que la propriété, l'avènement de la propriété, le premier qui, ayant enclos un champ, s'avisa de dire ceci est à moi, celui-là est le vrai fondateur de la société civile, est-ce que ce n'est pas le péché originel rousseauiste? Oui, on peut penser ça, oui. Oui. Parce que finalement, il rattache toute l'origine des injustices à cette question de propriété. Et les injustices, c'est aussi le mal. Donc, on a beau dire que c'est l'état naturel, etc., mais quand il fait son contrat social, il met ça comme a priori, la propriété, l'origine vraiment de toutes les injustices. C'est comme ça. Oui, c'est le contrat social. C'est plutôt une sécularisation qu'une rupture, en fait. Oui. Pas vraiment, parce qu'en fait, la propriété, c'est la libido habendi, donc c'est l'amour propre. Mais on peut considérer que dans le péché originel, dans la Genèse, c'est une libido cognoscendi, puisqu'en mangeant du fruit de la connaissance, ils veulent s'instruire. Et que chez Rousseau, c'est une version dégradée parce que c'est la possession de la connaissance. Mais on est dans le même schéma, c'est l'amour propre. C'est l'amour qui veut détourner à soi et à un usage exclusif pour soi, un bien qui était commun. Donc oui. Et pour rebondir ce que disait Tony, mais vous avez remarqué depuis 3 jours qu'on est à peu près toujours d'accord, dans les écrits des religieuses de Port-Royal dont je vous parlais hier, elles ont beaucoup écrit. Et elles ont écrit de très nombreuses vies des religieuses, dont la plus grande partie est écrite par la religieuse elle-même qui a vécu. Et ces textes sont absolument plaqués sur le modèle des confessions, puisqu'il s'agit de raconter leur conversion
avec souvent un grand luxe de détails sur la manière dont elles ont été éloignées de la foi, dont elles ne croyaient pas, dont elles étaient même des esprits forts, dont elles lisaient la philosophie, et puis elles se moquaient de Dieu, et parfois elles expliquent qu'elles sont entrées au couvent la première fois en défiant Dieu et en disant bon, bah, si tu existes vraiment, vas-y, convertis-moi, donne-moi envie d'entrer au monastère. Évidemment, il les prend au mot et elles se retrouvent religieuses quelques années plus tard. Mais il y a vraiment ce modèle de la l'itinéraire de Saint-Augustin, il est repris. Oui, c'est ça. En fait, elles racontent leur vie en reprenant totalement le modèle de la confession augustinienne qui est l'éloge de Dieu en racontant de manière très insistante toutes les fautes qu'elles ont pu commettre. Et elles insistent, parce que généralement, ce sont très jeunes femmes et elles ont commis peu de fautes. Il y a la même chose qui se passe dans les églises protestantes, dans certaines églises protestantes radicales en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Il fallait, les nouveaux convertis qui voulaient entrer dans ces églises, ces petites églises, ils devaient écrire leur autobiographie spirituelle. Et très souvent, cette autobiographie prenait le modèle des confessions. Une intervention? Oui, c'est la question. Moi, je n'ai pas de comparaison. Je connais très mal les textes ici, même si je suis française. C'est l'histoire de la mer, le manque de la mer. Ça, je m'interroge, qu'est-ce que vous avez dit, ce qui est écrit par rapport à Rousseau et à. Tout le monde connaît, bon, je ne sais pas, vous avez fait la visite peut-être à Saint-Cyprien pour voir, parce que le problème de Saint-Augustin, c'est aussi cette relation qu'il avait avec sa mère. Il a été obligé, quand il est parti, il a quitté Carthage. Sa mère a passé des nuits à pleurer. Il faut visiter la chapelle. C'est la mère qui est en manque du fils, ou le fils qui est en manque de la mère. C'est un peu les deux. Et puis après, elle va le rejoindre d'ailleurs à Milan, puis après, à revenir avec lui. Et lorsqu'elle meurt, d'ailleurs, lui, il commence à écrire ses confessions, parce que c'est vraiment une relation avec la mère, quand elle est avec lui, quand elle est absente, il y a en plus, bon, même sa conversion, je crois que sa mère a joué un rôle également, parce que donc il y a beaucoup de choses avec la mère, et Rousseau aussi a souffert de l'absence de la mère, parce qu'elle est morte à sa naissance, ça a été le premier de ses malheurs. Puis toute sa vie, il va chercher, avec Madame de Warens, il va chercher une mère. Il va être à la recherche toujours d'une mère. Et ce manque de la mère est identique, on retrouve. C'est-à-dire que moi, je pense que Rousseau, il s'est un peu projeté quand il a lu les confessions. Il a trouvé des choses qui lui ressemblent. C'est lui qui a abandonné ses enfants, si je me rappelle bien sûr. Lui, il a abandonné ses enfants, mais par rapport à sa mère, c'est autre chose. C'est-à-dire, par rapport à Saint-Augustin, c'est-à-dire si on veut faire un parallèle avec Saint-Augustin, le problème des enfants, c'est un autre problème. Après, on l'a accusé, c'est pour ça qu'il écrit ses confessions, parce qu'il est accusé de tous les torts, de méchanceté, etc. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais le problème de la mère est identique, si on veut faire une comparaison. Pourquoi est-ce que cette souffrance par rapport à la mère absente ou présente, à la recherche de la mère? Donc là, il y a une thèse à faire. Et puis il y a aussi des épisodes identiques, comme le jardin de Milan, quand il a la révélation, et puis l'illumination de Vincennes. Donc, et on dirait que c'est du copier-coller chez Rousseau. Mais copier-coller, mais dans un autre sens. Dans un autre sens, voilà. Mais c'est les mêmes scènes. Donc, il y a un marquage de Saint-Augustin qui est certain. On ne peut pas dire qu'il a inventé tout ça, ce n'est pas possible. Il y a un marquage, il y a des repères, et il y en a d'autres. J'ai pris quelques exemples parce que dans la communication, mais par écrit, peut-être que je développerai un peu plus les autres exemples, mais il y en a beaucoup comme ça, beaucoup, où il y a vraiment une espèce de reflet de Saint-Augustin par rapport à soi, mais dans un sens non pas chrétien, mais séculier. Merci. Une dernière intervention. Oui, moi je voudrais dire, excuse-moi, il y a à la fois paradoxe, ambivalence et contradiction dans les deux personnages. C'est-à-dire, on est dans une vie presque parallèle.
qu'on abandonne ses enfants d'un côté, contre le mariage qui n'a pas eu lieu avec et l'enfant qui est né, etc., et qu'on a plus ou moins abandonné, plus ou moins migré. Et donc, il y a une relation qui s'est liée à la mère, oedipienne, par rapport à Saint-Augustin. Excuse d'employer ce mot un peu trop fort, une sorte de patriarcat. Elle est chrétienne. Elle impose un petit peu sa religion aussi à Saint-Augustin, puisque elle est fondamentale, si vous voulez, dans la vie de Saint-Augustin. La mère, de l'autre côté, c'est n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'il est à la recherche de Rousseau de cette mère qui n'a pas... et la relation n'est pas la même, n'est pas du tout la même. Or, leur vie est semblable aussi. D'un côté, j'abandonne les enfants, de l'autre côté, j'abandonne presque aussi l'enfant légitime qu'il a eu. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah non, D'accord, je vous laisse de côté. Mais d'un autre côté, il a eu. En tout cas, il abandonne la femme. Il n'a pas, le mariage n'a pas eu lieu, en tout cas. Il a eu lieu, mais après, bon, il s'est tombé dans une autre époque, etc. Donc, on a des vies qui sont un petit peu parallèles, qui se ressemblent dans une certaine quête. Et on a la contradiction, c'est-à-dire que lui, c'est l'histoire du péché qui me paraît fondamentale, et une sorte de naturalisation chez Rousseau qui me paraît aussi fondamentale. On est à deux visions totalement contradictoires. À la fois, il y a ambivalence et il y a contradiction dans les deux conditions. Voilà. Toute dernière intervention. Merci. Une petite remarque et 3 questions. Au Japon, pour ne pas nous faire peur, les questions ne sont pas des discours, ce sont des questions. Une remarque. Au Japon, quand vous allez dans une bibliothèque, vous trouvez des cahiers qui sont mémoires. On fait obligation aux enfants et aux personnes de garder des mémoires quotidiennement. On leur enseigne l'idée que chaque jour, à la fin du jour, des événements. Comme un journal. J'ai dû me voir. Oui, journal. 3 questions. Donc, il dit que l'illumination n'améliore pas l'homme. Alors, quel est le sens de l'illumination si elle n'améliore pas l'homme? Ouais. Deuxième question, la chambre obscure. Ouais. Troisième question, quelle est la différence de l'hypothèse de bonté chez Pélage et la différence de bonté chez Rousseau? Ouais. L'illumination, il y a comme un glissement de sens. Pardon? Il y a comme un glissement de sens. C'est-à-dire que quand il parle de l'illumination... Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Si elle n'améliore pas, ouais, justement, si elle n'apporte rien. L'illumination de Vincennes... C'est quoi l'illumination? On ne peut pas l'appeler l'illumination si elle n'apporte rien. Oui, mais elle apporte la vérité qui est celle de Rousseau, c'est-à-dire que l'homme est bon de nature, elle apporte la vérité, une nouvelle vérité. Ce n'est pas celle du christianisme, c'est la vérité de l'homme à l'état naturel. Elle améliore celui qui regarde. C'est-à-dire que, je dis glissement de sens parce qu'il utilise le même terme, le terme chrétien, pour dire autre chose qui n'a rien à voir avec le christianisme, mais en parlant de l'homme à l'état naturel et la bonté de l'homme, qui n'est pas l'homme qui est sorti du péché originel, qui doit se racheter, etc. Pas du tout le même. C'est une illumination au sens, j'allais dire papaya, mais séculier, quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis un glissement de sens, c'est-à-dire on utilise le même terme pour dire autre chose. Mais on utilise le même terme. Et l'autre question, c'était quoi? Question de la chambre obscure. Ah oui, la chambre obscure, c'est... Ensuite, Pélage et Rousseau. Ah ouais, l'hypothèse de bonté chez Pélage et l'hypothèse de bonté chez Rousseau. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, la chambre obscure, c'est justement la vie intérieure. Tout ce que... Voilà, l'intériorité. Parce que les confessions ont dit des choses que les autres ne savent pas. On va dire des choses qui sont intimes, ils parlent de choses intimes, ils parlent de choses singulières, ils parlent de choses qui ne sont pas faciles à dire en public. Donc c'est ça, la chambre obscure, c'est un peu la psychanalyse en fait de soi. On ne parlait pas de ça à l'époque. C'est une introspection. C'est une sorte, oui, d'introspection. Voilà, introspection.
C'est tout ce qui est, tout ce qu'on découvre à l'intérieur de soi. Et puis l'autre, alors sur Pélage, je ne sais pas, je n'ai pas parlé de Pélage, moi. Pourquoi? Pélage aussi fait l'hypothèse que l'homme est bon à l'origine. Ah oui, pour l'ordre, bon, ça, je ne sais pas. Il y a des spécialistes pour ça. Je ne veux pas trop dire n'importe quoi. Et je ne sais pas s'il y a un réel dialogue explicite de Rousseau avec Pélage. Je ne sais pas spécialiste. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous.